Les fossiles sont là, mais pas tous. On le sait, par exemple, à propos des premiers tétrapodes, les plus anciens connus par des restes squelettiques, voire des squelettes presque entiers, qui ont été trouvés au Groenland il y a déjà quelques décennies, le fameux Ichthyostega, on en connaît d'autres, Acanthostega, eh bien, ces formes sont l'extrême sommet du Dévonien. Eux ont la même structure de nageoire, mais ils n'ont plus de nageoire dans la mesure où les extrémités des doigts sont libres. Donc c'est vraiment, même s'ils ne vont pas courir sur leurs petites phalanges, ce sont des doigts extrêmement simples, n'empêche que ça change pas mal de choses du point de vue du déplacement dans des mares. Ce sont de vrais tétrapodes, même si ce ne sont pas de fiers coursiers. Mais ces tétrapodes-là, on sait qu'ils ont existé 40 millions d'années plus tôt. Alors 40 millions d'années plus tôt, quand on dit que tout ça c'est 350-400 millions d'années, ça a l'air de pas grand-chose, mais enfin ça fait quand même un bail, hein, un paquet de temps pour de l'évolution. 40 millions d'années plus tôt, pourquoi? Parce que je crois que c'est en 2009, publié en 2010 si je ne me trompe, qu'on a décrit en Pologne une piste de tétrapodes dans un dépôt calme justement d'Estran. Et là, il y a un consensus sur la nature de cette piste. C'est vraiment un tétrapode. Parce qu'on a pu calculer la distance entre les traces de pas, la taille de la patte, qui correspondait à peu près à ce que l'on connaissait chez Ichthyostega du Groenland. Mais il faut trouver maintenant des fossiles aussi vieux. Ils ont existé. Donc, on a accumulé énormément de découvertes paléontologiques depuis que Darwin publiait l'origine des espèces. Les archives paléontologiques sont d'une richesse que Darwin n'imaginait pas. Il s'est même plaint, quand il écrit l'origine des espèces, qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour illustrer de façon extrêmement précise sa théorie. Il regrettait cela. Bon, aujourd'hui, il n'écrirait pas cette phrase. Il serait ravi de pouvoir asseoir ses idées à partir de données directes, si on peut dire. Donc, la paléontologie est extrêmement riche du point de vue des informations modernes, mais il reste énormément de choses à découvrir. Il ne faudrait pas croire que, parce que certains fossiles sont extrêmement médiatisés, on a tout trouvé, on a tout dit, on est loin du compte. Les fossiles, la découverte de fossiles reste un événement exceptionnel. Parce que le destin d'un animal, à l'état de cadavre, c'est de disparaître. Sa conservation, elle est exceptionnelle. Mais on a accumulé les exceptions au point de pouvoir, finalement, poser des hypothèses de parenté qui sont compatibles avec ce que l'on connaît aujourd'hui ou qui changent les hypothèses anciennes fondées sur les formes actuelles uniquement, parce qu'on a repris les caractères grâce à ces combinaisons de caractères qui existent chez des fossiles, qui n'existent plus chez les espèces actuelles. Alors on peut, avec le même raisonnement, multiplier les exemples. Les exemples les plus connus aujourd'hui, c'est que maintenant, l'origine des oiseaux ne pose plus de problème. Ça a été un grand débat. L'origine dinosaurienne des oiseaux, ou plus exactement, les oiseaux sont des dinosaures adaptés au vol, ça ne fait plus de doute et ça permet de combler un hiatus phénoménal sur le plan de la morphologie entre les plus proches parents actuels des oiseaux, qui sont les crocodiles. Alors si on regarde une mésange d'un côté et un crocodile de l'autre, c'est pas évident. En revanche, si on regarde des formes dinosauriennes non aviennes, c'est-à-dire non adaptées au vol, du Jurassique, du Crétacé, par rapport aux premiers oiseaux du Jurassique, il y a tellement peu de différences que maintenant, il y a certains fossiles, on a du mal à les classer. On a multiplié les petites classifications de sous-groupes pour essayer d'exprimer ces parentés extrêmement étroites, alors qu'il y a un siècle, c'était un des grands problèmes. Comment concevoir l'émergence des oiseaux?
Donc la paléontologie, finalement, fixe dans le temps cette histoire de l'évolution, forcément, sinon il n'y aurait pas d'histoire, et nourrit un vieux concept qui est né de l'étude des formes actuelles, qui est dû à un pionnier français de la génétique évolutive, qui était Lucien Quéneau, qui a été le premier d'ailleurs à faire des expériences de génétique en zoologie, et pas simplement en botanique. Quéneau avait proposé le terme de préadaptation pour la présence de caractères chez des formes qui ne les utilisaient pas, ces caractères, comme d'autres, et qui passaient pour être les vrais propriétaires de ces caractères-là. Exemple, la plume des oiseaux. Alors préadaptation, ça laisse penser qu'on a préparé le coup, qu'on a des caractères dans le but de. Non. Mais c'était simplement au sens de avant l'adaptation, mais ils sont là. Et donc Stephen Jay Gould et Elisabeth Verba, beaucoup plus tard, dans les années 80, si je ne me trompe, ont proposé le terme d'exaptation pour ce concept-là. C'est-à-dire des caractères sont là chez des animaux, mais on ne s'en sert pas comme on s'en sert dans d'autres groupes. La plume, elle existe chez des dinosauriens coureurs, ça ne sert pas à voler, la plume n'est pas née parce qu'elle était liée à une locomotion aérienne. Elle a été recrutée ensuite pour que les ailes fonctionnent bien, si je peux dire, pour faire du finalisme. Il y a des tas d'exemples. Quand on mange du blanc de poulet, on tombe sur les clavicules soudées, qu'on appelle la fourchette. Furcula en latin, ça fait plus sérieux. Bon, la fourchette, c'est des clavicules soudées. Caractère présent chez les oiseaux. Il y a les muscles pectoraux sont tout autour de cette fourchette qui permet justement ces mouvements liés au vol. Si on regarde un dinosaurien du Jurassique prédateur, avant même le tyrannosaure, il y a également une furcula, une fourchette. Évidemment, ces grands prédateurs n'avaient pas les pectoraux et les mouvements des pectoraux liés au vol. Sauf que la fourchette a été recrutée un jour pour autre chose. C'est un peu le bricolage de l'évolution dont parlait Jacob à propos d'autre chose, à propos de génétique. Mais c'est véritablement cela. Et la paléontologie nous offre des quantités d'exemples pour illustrer ces concepts très importants pour expliquer l'évolution, qui ne se fait pas par une adaptation harmonieuse de toutes les parties, qui se fait par utilisation de caractères qui se sont déjà transformés et qui vont servir à d'autres fonctions. C'est assez fascinant d'imaginer qu'on a des caractères adaptatifs qui sont là en sommeil, si je peux dire, et qui se révèlent utiles à une nouvelle fonction bien plus tard.